On est là pour la journée de pneumo-allergo-pédiatrique organisée par le groupe tunisien de pneumo-allergo-pédiatrique qui fait partie de la Société tunisienne de pédiatrie. Ce groupe a été créé là depuis plus de 15 ans. On essaye de renforcer et d'actualiser les connaissances en matière de pneumo-allergo. Et nous savons tous que la pathologie pneumo-allergologique est la principale maintenant cause de consultation et d'hospitalisation en pédiatrie. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous proposer cet atelier sur les bonnes pratiques des tests cutanés allergologiques en pédiatrie. Cet atelier va être animé par le docteur Inès Trabelsi, qui est assistante hospitalo-universitaire dans le service de médecine infantile B, et il est co-animé par Dr Aïda Felfoul, qui vient d'arriver là à l'instant, donc on lui donne le temps de se poser. Aïda Felfoul, qui est aussi pédiatre, allergologue et qui travaille à Bizerte. Donc je vais vous laisser la parole, vous menez l'atelier comme vous l'entendez. L'essentiel, c'est de respecter l'heure. À 14h30, on doit laisser la salle pour les conférences. Bonjour à tous, merci Dr Bousseta, merci à tous les membres de la Société tunisienne de pédiatrie de nous avoir associés à cette journée d'hiver de pneumo-allergologie pédiatrique. Bienvenue à tous les candidats et les participants dans notre atelier de bonne pratique des tests cutanés en pédiatrie. Donc en introduction, nous savons tous que les allergies sont de plus en plus fréquentes. Souffle, asthme, rhinite allergique, conjonctivite, dermatite atopique. La démarche diagnostique est certes difficile, mais de mieux en mieux codifiée. Les bases de l'enquête allergologique, c'est l'histoire clinique, l'anamnèse essentiellement, puis viennent les explorations. Les premières explorations à faire sont les tests cutanés, sujet de notre jour, les explorations biologiques et les tests de provocation en cas de besoin. Si on remonte un peu dans l'histoire, jusqu'à 1870, c'est Baclay qui a constaté sur lui-même des symptômes respiratoires en inhalant du pollen. Alors il a testé ces pollens sur sa peau après l'avoir scratché. Et là, il a remarqué l'apparition d'une tuméfaction qui correspond à la papule et une rougeur qui correspond à l'érythème. Et puis en 1921, là, on a remarqué que cette réaction pouvait être transférée d'une personne allergique à une personne non allergique. Et ce n'est qu'en 1968 que ce facteur transférable a été identifié comme le facteur IgE, l'anticorps IgE, spécifiquement dirigé contre l'allergène. Et au cours de cette même année, 1968, que la classification de Gélicombe s'est apparue, identifiant 4 réactions immunitaires, dont la première qui nous intéresse, c'est la réaction du type 1. Voilà, donc IgE médié. Les tests cutanés explorent les différentes réactions allergiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les prick tests. Les prick tests épidermiques. Donc, les prick tests, c'est les tests les plus reproductibles, faciles à faire, faisables à tout âge, de lecture immédiate, peu invasif et peu coûteux par rapport aux autres explorations. Donc, sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qu'on fait au cours des prick tests? On introduit l'allergène par une effraction cutanée. Ces allergènes vont se fixer sur les IgE spécifiques, sur les mastocytes, qui vont déclencher la dégranulation des mastocytes, l'histamine et les autres médiateurs de l'inflammation, les kinines, les cytokines. Et puis, il y aura une vasodilatation cutanée et la libération d'autres médiateurs inflammatoires à l'origine de la tuméfaction et l'érythème. On entame notre premier cas clinique. Heidi, âgé de 9 ans, est adressé à votre consultation au mois de mai pour une dyspnée sifflante récurrente. Il a comme antécédents familiaux une maman asthmatique sous traitement de faim. Comme antécédent personnel, il avait une dermatite atopique à l'âge de 2 ans qui s'est nettement améliorée sous traitement local. Il a présenté aussi 2 épisodes de dyspnée sifflante à l'âge de 3 ans et 6 ans. L'histoire remonte à 6 mois, marquée par l'installation d'une toux nocturne, une toux à l'effort, une crise de dyspnée sifflante au mois de mars, améliorée sous bêta-2 et corticoïdes systémiques,
Durant les 2 derniers mois, on a constaté l'installation d'une obstruction nasale, une rhinorrhée le matin, un prurite nasal et éternuement, surtout le matin. La symptomatologie était améliorée sous traitement antihistaminique durant le mois d'avril, récidivante à l'arrêt du traitement. L'examen était normal. Donc, à votre avis, les tests cutanés sont-ils indiqués chez ce patient? Je vous remets tout le cas clinique. Qui peut répondre? C'est indiqué. Quel argument? Oui. Voilà, c'est le terrain allergique. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est un terrain allergique? C'est la présence d'atopie familiale, la présence d'atopie personnelle, la dyspnée sifflante, tout nocturne, tout à l'effort, et l'amélioration sous bêta-2, qui s'améliore rapidement sous bêta-2 et corticoïdes systémiques, c'est en faveur de l'asthme. Et puis l'obstruction nasale, rhinorrhée, prurite et éternuement, c'est les signes paréaux de la rhinite allergique. En plus, c'est une symptomatologie qui s'améliore sous traitement antihistaminique. L'examen normal élimine tous les signes d'inquiétude qui font suspecter une autre pathologie sous-jacente. Donc, chez quel patient on va indiquer les tests cutanés? Comme dans notre cas, ce qui est en rouge, c'est la réaction allergique suspecte, IgE-médiée, devant une histoire clinique qui colle avec des symptômes et un examen clinique en faveur. Les autres indications, c'est qu'on veut détecter une nouvelle sensibilisation. Un enfant qui est déjà allergique, il peut changer de symptomatologie et ça va être une nouvelle sensibilisation dans le cadre, par exemple, d'une introduction de chat à la maison. Donc là, il y aura un changement des signes, donc il y aura une nouvelle sensibilisation. Donc il ne faut pas hésiter à refaire les tests cutanés pour pouvoir détecter cette nouvelle sensibilisation. Les autres indications, c'est dans le cadre d'études épidémiologiques, pour savoir, par exemple, le pourcentage d'une sensibilisation particulière, par exemple, pour savoir la sensibilisation à l'arachide en Tunisie, on n'a pas vraiment des chiffres, pour savoir la différence entre les régions, donc pour comparer 2 régions, ou pour standardiser les extraits allergéniques. Tout ça, c'est des études épidémiologiques qui peuvent indiquer les tests cutanés. Peut-on faire les tests cutanés chez ce patient? Non, il a arrêté et il a récidivé après l'arrêt des... Donc, je remets le cas clinique. Attends. Déjà, tu as 2 ébauches de réponse. Est-ce qu'on a arrêté les antihistaminiques ou pas? Et j'ai entendu là, à distance de la crise. À distance de la crise, oui. Donc là, est-ce qu'il est en crise? Il n'est pas en crise. La dyspnée, il l'a présentée au mois de mars. Donc là, il n'est pas en crise. Donc on peut faire les tests cutanés. Son asthme n'est pas sévère. Et puis, tous les médicaments qu'il a pris, aussi bien les corticoïdes systémiques que les antihistaminiques, remontent, oui. Donc oui, on peut faire les tests cutanés chez ce patient. Alors, d'une façon générale, les limitations de la pratique des tests cutanés. Tout d'abord, l'atteinte cutanée. Quand on a un eczéma extensif, un dermographisme qu'on va déceler par un test négatif positif, un témoin négatif positif, ou autre lésion au niveau des sites d'injection, par le terrain, si on a un insuffisant rénal chronique ou sous hémodialyse, une atteinte neurologique ou une néoplasie sous chimiothérapie. L'asthme sévère non contrôlé aussi, c'est une contre-indication au test cutané. Un débit de pointe inférieur à 70%. Une prise récente des bêta-bloquants. Pourquoi? Qui peut nous donner la réponse? Pourquoi on contre-indique? Très bien. Donc, ça risque de nécessiter de l'adrénaline lors des tests cutanés et dans ce cas, ça sera inefficace. Donc, les bêta-bloquants contre-indiquent les tests cutanés. Il faut respecter un délai de 4 à 6 semaines après une réaction
systémiques. Et puis à la fin, la prise des médicaments qui peuvent interférer avec les tests cutanés. Quels médicaments interfèrent avec les tests cutanés? Là, Inès, tel que ça a été dit et tel que tu le dis, quand on voit la liste des précautions à prendre, l'essentiel est pour l'adulte. En pédiatrie, on n'a pas beaucoup de restrictions. Oui. En dehors de la prise des antihistaminiques, des corticoïdes par voie systémique. Oui. On n'a pas beaucoup d'enfants sous bêta-bloquants. La réaction systémique, il faut faire attention parce qu'il y a une dégranulation massive des mastocytes. Donc, si tu vas faire le test cutané 2 semaines plus Ça tard, va être faussement négatif. Voilà. Ouais. Alors, quels médicaments sont contre-indiqués? Les antihistaminiques de 2e génération, Allergica, Desloratadine, il faut les arrêter 7 jours avant. Les glucocorticoïdes topiques, les crèmes, donc il faut les arrêter 1 semaine avant. Les corticoïdes au niveau nasal et inhalé, ce n'est pas contre-indiqué. Pour les corticoïdes systémiques, si on a une prescription de courte durée, on va voir la dose. Si on a une dose inférieure à 50 mg par jour, là, il faut arrêter les corticoïdes 3 jours avant. Si la dose est supérieure à 50 mg par jour, l'arrêt doit être de 1 semaine. Si on a une corticothérapie systémique prolongée, aussi, il faut voir la dose. Donc, si on a une dose infime de moins de 10 mg par jour, on ne doit pas arrêter la corticothérapie. Et si on a une dose qui est supérieure à 10 mg par jour, là, oui, il faut l'arrêter et pendant 3 semaines. Les autres médicaments, les anti-GE, il faut les arrêter pendant 4 semaines, juste avant le test. Et puis les antidépresseurs qui sont très rarement prescrits chez l'enfant. Quel risque concouru lors des tests cutanés? L'anaphylaxie, qui est très rare avec les extraits allergéniques, non allergènes particulièrement, décrite plus avec les aliments et avec les médicaments. Alors, d'où la nécessité de la présence d'un médecin et d'un plateau d'urgence qui contient toutes des solutions de remplissage, des corticoïdes, de l'adrénaline. Aussi, on peut avoir une exacerbation d'asthme, surtout chez un enfant dont l'asthme n'était pas bien contrôlé. Et donc, là, c'est une contre-indication. Sinon, les signes respiratoires, si ça va apparaître, ça sera 30 minutes après le test. Alors, chez notre enfant, quel extrait allez-vous tester? Qui résume le cas clinique. Ouais. Les tests vont être décidés selon l'histoire clinique. Non allergène. Lesquels? L'acarien. Pollen. Pollen de qui? Oui. Il y a plusieurs pollens. Les graminées, Graminées. surtout la fébrinite allergique. Oui. L'olivier, oui. Est-ce que vous allez tester les fanères d'animaux? Systématique? Il faut se laisser orienter par la clinique. Donc là, il faut lui poser la question, est-ce qu'il a un animal domestique dans la maison ou dans l'entourage? D'accord? L'aliment, non? Les aliments. C'est parce que l'histoire clinique ne contient aucun aliment suspect. Dans quel extrait? Je reviens vers... Donc, en conclusion, le choix des extraits à tester, des allergènes à tester, ça va être en fonction de votre histoire clinique. L'histoire clinique, normalement, la région où il habite, Oui. pour tout ce qui est pollen, la pollinisation, elle diffère. Moi, je m'a fait Benzart, qui m'a fait Mehdiya, normalement. Mais malheureusement, chez nous, en Tunisie, on n'a pas un calendrier tunisien de pollinisation, etc. Donc, on va se référer un petit peu à ce qui se passe au sud de la Ailleurs, France, oui. Voilà. Pour le cyprès, on le teste aussi. Oui. Oui. Parmi les allergènes, Cyprès موجود برشا في تونس, donc on le teste, oui. Oui.
البولو مش موجود، موجود البرا ومش موجود عندنا. اما السيبري ouais. Donc les acariens, on va les tester. Pollen d'arbre, justement cyprès et olivier, et puis pollen de graminées, herbacées et moisissures. Ou blattes. Moi, je ne peux pas vous dire la terre, mais je ne pense pas. Comment? L'armoise. L'armoise, c'est en France. Oui, en France. Oui, oui, en France. D'ailleurs, on ne l'a pas testé chez notre patient, on ne l'a pas testé. Mais d'une façon générale, quand on dit pollen, on peut essayer, on peut voir tous ces types de pollen et de graminées, pollen de graminées ou pollen d'arbre. Donc, c'est d'une façon générale. Sinon, en dehors des pneumallergènes, on peut tester les aliments, les trophallérgènes, et puis les extraits natifs qu'on va voir ultérieurement. Il y a aussi les venins d'hyménoptères, si l'histoire colle, et puis les médicaments aussi, si l'histoire colle. Donc, quelle procédure? Donc, il faut que ça soit sur une peau saine, face antérieure de l'avant-bras ou dos, donc on préfère toujours l'avant-bras, dégraisser avec de l'alcool ou l'éther, donc pour enlever tout ce qui est cosmétique et tout ce qui est saleté, à distance des plis du coude et des poignets de 2 cm, là où les régions sont hyporéactives. Il faut espacer les tests de 2 cm systématiquement, et puis il faut utiliser des lancettes. Il y a différents types de lancettes. Il y a les lancettes métalliques, ceux qui sont au milieu, et dont l'introduction doit être perpendiculaire à 90 degrés, sans nécessité de faire une rotation. Et puis il y a les Staller Point qu'on peut faire une rotation pour exercer une petite pression ou simple petite pression. Ça dépend des équipes. Il y a aussi les aiguilles 45 degrés, qui sont de moins en moins utilisés. Le choix, il va dépendre de la reproductibilité, de la douleur, du prix et de l'habitude. Le moins douloureux, c'est les Staller Point. Il faut déposer une goutte par test, les extraits standardisés. Il faut inclure un témoin positif, que ce soit histamine ou codéine, un témoin négatif pour exclure un dermographisme. Et puis, il faut identifier la position de chaque test par un stylo ou bande adhésive. Donc, il faut utiliser une lancette par goutte et un bout de coton. Il faut s'assurer de ne pas mélanger les gouttes l'une avec l'autre en essuyant avec le coton ou Kleenex. Donc ça, c'est un petit exemple de bande en T ou arbre Araucaria. Donc là, c'est marqué sur les étages de l'arbre les différents extraits testés. Donc ça, c'est déjà prêt en avance. Comment on va interpréter? Mais quand on commence à faire les tests, alors par l'habitude, la feuille de route déjà, quand vous voyez le malade, à partir de votre histoire clinique, vous allez décider quels sont les allergènes à tester. Les allergènes à tester, puis sur votre dossier. وتبدا تعرف روحك حطيت لاكاريان هوني اكاريان دي بي هوني دي اف هوني لو شا par exemple معناتها par la force et de l'habitude on peut apprendre tous les allergènes على يد صغير راهو ما عندناش n'a pas beaucoup d'espace alors je préfère que vous essuyiez même pas quand je fais les tests personnellement quand je fais les tests c'est comme ça je commence toujours par le gauche بعدين chez le droit. Et je l'ai fait, attends, elle va vous le dire, je l'ai fait en diagonale. Je fais en diagonale, je mets DP, DF, pollen de graminées, par exemple, cyprès, je ne sais plus ce que je vais mettre après, et je vais mettre mon témoin négatif et mon témoin positif à la fin. Je trouve un plan d'action, oui, il y a le plan que vous utilisez pour... Par contre, là, je vais faire un petit tiré devant chaque extrait. Mais parfois, les extraits ne sont pas les mêmes pour tous les patients. Donc, oui, il faut, à la limite, dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser la bande adhésive pour finalement la scotcher sur le dossier du patient. Donc, il y a certains... Alors, j'ai sauté une plaque. Donc, la lecture se fait après 15 à 20 minutes. Il faut prendre le plus grand diamètre de la papule. Une autre méthode, c'est de prendre le plus grand diamètre de la papule, l'associer à son orthogonale et faire la somme et diviser sur 2. Donc, selon la littérature, la première méthode est meilleure. Donc, il faut juste prendre le plus grand diamètre de la papule.
Il faut entourer la papule avec un stylo, une bande adhésive, la scotcher dans le dossier. Et puis, il y a certains qui ont tendance à inclure les pseudopodes, c'est les petites sorties qui sont juste à côté de la papule. Donc, je vais essayer de... Là, voilà. Donc, ces pseudopodes, il y a certains qui ont tendance à l'inclure dans le diamètre, et ce n'est pas forcément une bonne idée. Selon la littérature, ce n'est pas du tout supérieur à prendre juste le plus grand diamètre de la papule. Donc, on va considérer un test comme positif si on a un plus grand diamètre de la papule qui est supérieur ou égal à 3 mm, en sachant qu'un témoin négatif doit être égal à 0, ou on va prendre le plus grand diamètre et le comparer au témoin positif, et il doit être supérieur à la moitié. Donc, la mesure doit se faire, bien évidemment, avec une règle millimétrée. Donc, quelles sont les causes des faux positifs et des faux négatifs? Alors, la première cause de faux positif, c'est le dermographisme, ou bien si on a des concentrations irritantes dans les extraits qui ne sont pas très bien standardisés. Des solutions testées contaminées, quand on essuie et que ça s'est mélangé, là, on va avoir des solutions qui sont contaminées l'une avec l'autre. Les tests qui sont trop proches, avec un test positif irradiant vers un autre, de moins de 2 cm. Donc, il faut toujours respecter la distance de 2 cm. Les causes des faux négatifs, c'est une mauvaise technique, soit on injecte trop profondément, soit très superficiellement. Le traitement, si on en prend un traitement en cours, donc les médicaments que j'ai déjà cités, si on a un insuffisant rénal chronique ou hémodialysé, ou une néoplasie sous chimiothérapie qui baisse l'immunité, et donc les enfants deviennent moins réactogènes, ou si on a une réaction sévère récente, systémique, bien entendu. Donc, les tests cutanés de notre patient ont montré un témoin positif à 9 mm, un témoin négatif à 0, les cyprès étaient à 7 mm, l'olivier à 2, DPT à 6, DF à 4. Donc, voilà comment vous allez interpréter ces résultats. Acarien positif et cyprès. Est-ce que vous allez considérer qu'il est allergique? Est-ce que vous pouvez rattacher ces tests cutanés à la symptomatologie? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est sensibilisé aux acariens. On ne peut pas rattacher, puisque la symptomatologie de l'asthme est pratiquement parannuelle. Donc, on peut dire que c'est peut-être très probable, mais on ne peut pas être sûr. Et puis, il est probablement allergique au cyprès, parce que l'histoire colle, en réinterrogeant le patient, il y avait un changement du terrain de sport en février. C'est la date où les signes ont commencé à se manifester chez notre patient. Donc oui, l'allergie au cyprès est très probable. Aux acariens, pas sûr qu'elle soit à l'origine de la symptomatologie d'asthme. Voilà, maintenant on va passer en pratique. Donc on va se diviser en 2 groupes. Chaque groupe va prendre, on va partager la tâche, moi et Dr Falfoul. Et puis, on va vous montrer comment on fait les tests cutanés sur l'un d'entre vous. Et puis, si vous voulez, vous allez passer au moins un d'entre vous faire les tests lui-même. D'accord? Est-ce qu'il est involontaire? L'objectif de c'est que, il suffit, il ne faut pas faire les tests juste pour faire les tests et tester tout. Tester tout, là, on peut trouver des sensibilisations sans qu'il y ait une pertinence clinique. Tout test cutané, chez un enfant ou chez un adulte, doit être interprété en fonction de l'histoire clinique. Si l'histoire clinique n'est pas concordante, cela veut dire qu'il est sensibilisé mais non allergique. C'est la règle pour tout enfant qui vienne pour une symptomatologie nasale ou une symptomatologie d'asthme, c'est de voir quelle est la saison critique pour cet enfant. Et l'enfant, surtout en âge scolaire, il peut bouger, il peut ne pas être uniquement confiné chez lui. Donc il y a le terrain de sport, il y a l'école, il y a tous les... Donc il faut toujours interpréter en fonction de l'histoire clinique. Sinon, ça aboutit à des conduites thérapeutiques qui forcément ne vont pas se solder par un succès, mais au contraire, ça va se solder par un échec. Il y a ça peut être pourvoyeur d'une rupture de confiance entre le médecin et
et la famille. Donc, pour dire allergie, il faut que votre histoire clinique concorde avec le résultat du test cutané. D'accord? Voilà, l'autre chose, c'est qu'il faut faire attention. Inès, elle l'a dit, mais je voudrais encore insister. Alors, très souvent, 99% des cas des tests cutanés aux pneumallergènes, on n'a rien. Mais, il faut aviser les parents. On peut parfois faire un test cutané à un asthmatique et avoir dans les 20 minutes, les 30 minutes qui suivent, une crise d'asthme. Personnellement, je l'ai vécu une fois. Ce n'est pas agréable. Quand on explique aux parents, quand on prépare ce qu'il faut à côté, avec les bêta-2 courte durée d'action, avec nébulisation, ce que vous avez. Et il faut surtout garder le malade 30 minutes après. Minimum 30 minutes pour le surveiller. D'accord? Les pneumallergènes, les acariens, les pollens d'arbres, très souvent, il n'y a rien. Très souvent. Dans l'écrasante majorité des cas, il n'y a rien. Mais quand ça arrive, ça arrive. Donc, il faut être outillé pour pouvoir agir. Ah, تفضلوا توا. En tout cas, je me suis fait les tests cutanés وحدي une fois. عملت الروحي بس. Alors, Sandra, âgée de 8 ans, adressée pour suspicion d'allergie alimentaire. Il y a 3 mois, quelques minutes après avoir mangé du mérou grillé au déjeuner et consommé du chocolat à la pistache et une pêche pour le dessert, elle présente des douleurs abdominales et des nausées avec des démangeaisons généralisées, spontanément résolutives après quelques heures. Il y a une semaine, on a remarqué l'apparition d'une urticaire généralisée après avoir mangé du gâteau aux noisettes à l'occasion de l'anniversaire de son ami. Quelle est votre conduite à tenir? Donc, on est devant une fille âgée de 8 ans, suspecte d'allergie alimentaire. Donc, à votre avis, quels sont les aliments suspects chez cette patiente? Fruits secs. Est-ce qu'il y a un autre aliment suspect? Pêche. Noisette, fruits secs. Pistache ou noisette. Mérou. Chocolat. Est-ce qu'il est suspect? C'est un histaminolibérateur. Donc, on le teste toujours en deuxième intention. Quand on a chocolat à la pistache, donc pistache, donc plutôt le pistache, oui. Donc, noisette, pistache, mérou, pêche, chocolat, on le teste normalement en deuxième intention. Si jamais on trouve que tout ça est négatif. Donc oui, on peut le tester. Il faut s'assurer de quoi? C'est les mêmes précautions à prendre que les tests cutanés habituels. Parce que là, elle a présenté une semaine avant. Elle aurait pu prendre un traitement. Il faut s'assurer qu'elle n'a rien pris au cours de cette réaction. Donc, la démarche diagnostique, l'anamnèse, c'est la première chose à faire. Là, je vous ai montré un cas clinique qui est typique. On a tout détaillé, le dessert détaillé, très bien détaillé. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut prendre un cahier et puis demander tous les aliments consommés par le patient. Donc, il faut bien faire votre enquête alimentaire et là, passer au test cutané. Quel test cutané? Les prics. Pourquoi? Pourquoi pric? Natif, oui. Pric to pric ou pric. Je voulais dire, est-ce qu'il y a une indication au patch test? Pourquoi? La réaction est plutôt IgE médiée, donc c'est une réaction immédiate. Donc il faut très bien différencier les réactions IgE médiées des réactions non IgE médiées. Donc normalement, la symptomatologie est claire. Parfois, elle n'est pas claire. Surtout dans le cas d'un syndrome d'entérocolite aux protéines alimentaires. Donc là, ça peut mimer un tableau IgE médié, alors que finalement, ce n'est pas le cas. Donc il faut très bien savoir les différencier. Donc les réactions immédiates qu'on peut avoir, c'est un choc anaphylactique, un asthme, une exacerbation d'asthme, une symptomatologie de rhinoconjonctivite, une urticaire, angio-œdème, vomissement ou syndrome oral. Donc, le matériel est le même. On rajoute les aliments frais, les aliments natifs, qu'on va détailler.
Donc, quel type de réactif? On peut utiliser les extraits commerciaux pour les aliments, et surtout pour l'arachide et l'œuf, on préfère les extraits commerciaux plutôt que l'aliment natif. Pour tous les autres, c'est préférable d'utiliser plutôt un aliment natif. Il y a deux types de tests qu'on peut faire. Soit c'est un prick-prick test. Là, on pique l'aliment, puis piquer la peau. Ou bien prick-to-prick. On met l'aliment, surtout quand il est mouliné, sous forme de poudre ou de liquide, et là, on peut mettre l'aliment et piquer à travers cet aliment directement la peau. Mais pratiquement, ça donne la même chose. Il faut privilégier toujours les aliments natifs parce qu'ils sont plus réalistes, qui s'associent avec une réaction systémique qui est très, très rare par rapport aux extraits commerciaux. Donc les formes sont plusieurs. Ça peut être un aliment en entier, mouliné, dans des sachets, dans des boîtes ou dans des seringues. Pour le prick-prick test ou prick-to-prick, il faut toujours vérifier la péremption. Il faut toujours vérifier aussi la gestion des stockages et la traçabilité. Donc, ce n'est pas toujours facile à faire, évident aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, dans les unités d'allergologie, il y a leur propre stock pour ces aliments-là. Sinon, ils doivent se procurer ça des sociétés. Donc, il faut toujours vérifier la péremption, la traçabilité et la gestion des stocks. Donc, comment on peut stocker? Là, c'est les différentes méthodes de stockage, dans des boîtes, dans des seringues, dans des tubes. Donc là, il faut s'assurer que ce n'est pas périmé. Donc pour s'assurer de ça, il faut savoir quelle durée de conservation ces aliments doivent être congelés. Donc pour la viande, poisson, crustacés, il ne faut pas dépasser 3 mois dans le congélateur. Pour les fruits et légumes, 6 mois. Pour les fruits à coque, 1 an. Et pour la farine au réfrigérateur, 1 an aussi. Le stockage doit être méthodique, sous forme de petits échantillons à décongeler individuellement en fonction des aliments et des besoins à tester. Donc, pour notre patiente, les tests cutanés de Sandra ont montré un témoin positif de 10 mm, un témoin négatif de 0, la pistache à 8 mm, noisette à 2, pêche 0 et poisson 0. C'est une allergie à la pistache. Est-ce que vous êtes sûr? Croiser le pistache noisette? فماشي. قلنا الشوكولا نعملوه en deuxième intention si on trouve que les tests sont négatifs. Donc là, on a des tests positifs. On a le pistache positif. Est-ce que c'est une allergie à la pistache? Comment vous expliquez le deuxième accident? Alors, voilà. Donc, il faut aller vérifier ce gâteau pour être sûr que c'est une allergie à la pistache. Donc, oui, on a repris l'interrogatoire. Et finalement, le gâteau d'anniversaire était aux fruits secs. Donc, il contenait des noisettes, des fruits, tous les fruits secs qu'il peut y avoir. Donc, noisettes, pistaches. Et donc, un test cutané positif témoigne d'une simple sensibilisation. Il faut toujours l'associer à son histoire clinique pour pouvoir déduire. D'accord? Une conclusion. Donc, il faut poursuivre les investigations pour ce patient. Donc, il faut aller faire les IgE spécifiques et là, après l'éviction, si jamais l'IgE spécifique est positif. Donc, en conclusion, les tests cutanés impliquent des mesures de prévention, impliquent de la rigueur dans l'exécution, dans la lecture et dans l'interprétation. Il n'y a pas de corrélation entre la gravité et la positivité des tests cutanés. Un test cutané positif témoin d'une sensibilisation, mais il n'est en aucun cas témoin d'une allergie. Il doit s'associer aux symptômes, à l'histoire clinique pour pouvoir dire que c'est une allergie. D'ailleurs, c'est le cas dans notre cas. 2 cas. Donc, les tests cutanés sont nécessaires pour l'allergie. Ils ont une très bonne valeur prédictive négative, mais ne sont pas vraiment suffisants pour porter le diagnostic. Donc, il faut toujours compléter par les investigations. Ils ont une valeur prédictive positive qui est plus ou moins bonne. Donc, mot de la fin, les prick tests, il faut 20 minutes pour apprendre à les faire, mais toute une vie pour apprendre à les interpréter. Et là, on va interpréter nos tests cutanés qu'on vient de faire. Est-ce que vous avez des questions? Toute une vie pour apprendre à interpréter les tests.
Est-ce que vous avez des questions? Quelle est votre conduite à tenir devant des tests intermédiaires? Dans le premier cas, l'olivier, je pense, c'était à 2 mm. C'est pas positif, pas négatif. Alors, ce n'est pas positif. À 2 mm. Alors, à 2 mm, c'est un test négatif. Intermédiaire, il n'est pas considéré comme intermédiaire. Ah, non problème. Alors, à 2 mm, il n'est pas considéré comme test intermédiaire. Ce qui est sûr, si tu as un test borderline, il ne répond pas aux critères de positivité. Les critères de positivité, soit dépassant de 3 mm le témoin négatif, soit dépassant la moitié de la papule. Et j'insiste, c'est la papule, ce n'est pas l'érythème. L'érythème, on n'en a rien à faire. C'est la papule. Il faut bien mesurer la papule. Les tests intermédiaires, ça peut être un début de sensibilisation. Donc, on peut attendre quelque temps, et si on est amené à refaire les tests cutanés, parce que les sensibilisations peuvent évoluer aussi dans le temps. L'environnement de l'enfant. Donc, s'il faut le refaire un autre jour, au bout de quelques mois, voilà, au bout d'une année, on peut voir d'autres choses apparaître. Il faut s'assurer qu'il y a toujours l'histoire clinique de la même symptomatologie. Moi aussi, je refais. Il n'y a pas le feu. Tranquillement, tu le refais à un autre moment. Maintenant, si vraiment ton enfant est bien contrôlé pour son asthme, et que tu as envie, et que vraiment il y a une histoire de pollen, puisque c'est le printemps, et que tu as envie vraiment de savoir pour l'année, et donc, femme, les recombinants, ben, il faut les faire. Et d'un coup, tu vas avoir l'olée1, par exemple, pour l'olivier, ou pour tout ce qui est graminé. Graminé, تلقى الفلوب P1, P5. Et donc, les allergènes majeurs. Tu es tranquille, ou tu as ton immunothérapie et tu es à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, oui, c'est l'expérience qui parle. Donc, voilà, on peut faire ça, mais théoriquement, après un test intermédiaire, entre guillemets, parce qu'on parle d'un test positif, même si on a 3 mm, inférieur à 3, c'est un test négatif jusqu'à preuve du contraire. Après, si on a une histoire qui est toujours parlante, une histoire clinique qui est toujours parlante, oui, on peut être amené à refaire ces tests. Il faut s'assurer qu'il n'y avait pas de contre-indication en faisant les premiers tests qui font diminuer la réactivité de la peau et qui vont en donner 2 et 3, c'est toujours des valeurs borderline. Voilà. C'est clair, quand c'est positif, c'est positif. Quand c'est positif, c'est positif. Tu vas trouver la papule, les pseudopodes, etc. C'est infiltré. C'est positif. C'est pas on ne va pas, sur 1 mm ou 2 mm, indiquer une désensibilisation, par exemple. Farid, les femmes, quelques petits trucs. Par exemple, le rhinite allergique. Tu as les symptômes de la rhinite et tu fais tes tests et ils sont négatifs. Et tu ne peux pas faire d'immunothérapie. Les yeux spécifiques, kiff, négatif. C'est là parce que les allergènes et les mastocytes, c'est au niveau de la muqueuse nasale. Et tu ne vas pas les retrouver au niveau test cutané. Et là, vraiment, t'es mal. Des tests intermédiaires ou même négatifs et qu'on peut faire, par exemple, donner l'aliment, le syndrome oral immédiat avec l'aliment natif. Ça peut, donc c'est une preuve en fait. Même si c'est délaissé. C'est délaissé depuis quelques années parce qu'en fait, on a eu des réactions même graves avec le test de provocation labiale. Et donc maintenant, si on veut affirmer le rôle d'un aliment et qu'on c'est encore dans le doute, on va aller vers le TPO. D'accord. Dans un milieu hospitalier. Ce qui est certain, c'est facile de faire un test cutané. Mais toute la sagesse est d'interpréter ce test cutané et d'indiquer les mesures qui s'imposent. On le voit surtout, pas tellement pour les pneumallergènes, mais pour les alimentaires. On reçoit des enfants qui ont des restrictions alimentaires non justifiées et qui posent de vrais problèmes. Il faut que celui qui va indiquer un test cutané ou qui va indiquer une exploration allergologique, biologique, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il veut
Quels sont ces objectifs? Qu'est-ce qu'ils ciblent? Je nomme les allergènes ciblés ou pour rentabiliser par la suite pour la prise en charge. Donc, il faut être très prudent. C'est facile. Qui aime un diagnostic d'un asthme, on n'a aucun mérite à faire le diagnostic d'une crise d'asthme. Mais le mérite, c'est de ne pas prendre une dyspnée sifflante pour un asthme, alors que ce n'est pas un asthme. Ça peut être une muco, voilà, un corps étranger. Donc, test cutané, c'est assez facile, surtout avec la technique des pricks. Ce n'est pas les intradermaux. Les intradermaux, c'est beaucoup plus difficile. Les pricks, c'est très facile. Mais il ne suffit pas de faire des tests cutanés. Il faut savoir les interpréter, les rentabiliser pour le malade. D'accord, merci. Voilà. On passe à l'interprétation des tests déjà faits. Ah oui, on a bénéficié des tests, pour ne pas dire autre chose.